Libéria pour protester contre la réélection du président sortant Uhuru Kenyatta. 2 recours ont été déposés ce lundi devant la Cour suprême par un ancien parlementaire et des activistes. En ordonnant à la Commission électorale nationale d'examiner un recours d'un parti d'opposition, la Cour suprême du Libéria a suspendu ce lundi sine die l'élection du nouveau président. Et puis la coalition du G5 Sahel a entamé depuis mercredi dernier sa première opération avec pour objectif de lutter contre les groupes armés et les djihadistes. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de toujours préférer Sika TV pour vous informer. Au Zimbabwe, le président Robert Mugabe a limogé ce lundi son vice-président Emmerson Mnangagwa. Un limogeage interprété par l'opposition comme une manœuvre destinée à ouvrir la voie à la première dame pour succéder le moment venu au chef de l'État. Les détails. C'est officiel. Le président zimbabwéen Robert Mugabe a mis sa menace à exécution. Il a limogé son vice-président Emmerson Mnangagwa, considéré comme l'un de ses successeurs potentiels, et ce, après lui avoir lancé au début du mois d'octobre un premier avertissement en lui retirant le portefeuille de la justice. L'annonce du limogeage d'Emmerson Mnangagwa a été faite ce lundi par le ministre de l'Information devant la presse à Harare. Le vice-président a systématiquement et constamment fait preuve de manque de loyauté, de manque de respect, de malhonnêteté et de manque de sérieux. Son Excellence le président camarade Mugabe a exercé son pouvoir de relever avec effet immédiat l'honorable vice-président Mnangagwa de ses fonctions de vice-président de la République du Zimbabwe. Il a également fait preuve de peu de probité dans l'exécution de ses responsabilités. La destitution d'Emmerson Mnangagwa, surnommé le crocodile pour son caractère impitoyable, intervient après des semaines de tension au sommet de l'État entre lui et la première dame Grace Mugabe, alimentée par une mystérieuse rumeur d'empoisonnement. Ce lundi, le gouvernement n'a pas immédiatement annoncé le nom du nouveau vice-président, un poste clé puisqu'il occupe les fonctions de chef de l'État en cas d'incapacité, maladie, démission ou décès du président. Rappelons que l'épouse du président Robert Mugabe a annoncé ce dimanche qu'elle était prête à succéder à son mari. Nouveau rebondissement dans le scrutin présidentiel kenyan. Il est une fois de plus contesté en justice. 4 dossiers ont en effet été déposés à la Cour suprême kenyane ce lundi, date limite pour les recours. On fait le point. Le délai pour les recours dans le cadre de l'élection présidentielle kenyane est expiré depuis ce lundi. Il s'est soldé par le dépôt de 4 dossiers contestataires à la Cour suprême. Le scrutin est donc une fois encore contesté en justice. Les plaignants sont arrivés dans les dernières heures du compte à rebours. Parmi eux, l'ancien député Haroun Mouo, pour qui l'annulation de l'élection aurait dû impliquer la reprise de tout le processus électoral. 2 défenseurs des droits de l'homme ont eux aussi listé un tas de griefs contre la commission électorale, dont ils remettent la compétence et la partialité en question. Une association baptisée Black Flag Movement a également déposé un recours contre l'IEBC, Uhuru Kenyatta et Raila Odinga. Le groupe se dit apolitique, issu des classes pauvres. Autre dépositaire, l'organisation Institute of Democratic Governance, qui de son côté a lancé une procédure contre 5 leaders de l'opposition, dont Raila Odinga. L'organisation non gouvernementale les accuse d'avoir causé les violences électorales et demande qu'ils soient poursuivis devant la justice. En août dernier, rappelons-le, la présidentielle kenyane avait été annulée par la Cour suprême, entraînant un nouveau scrutin le 26 octobre dernier, à l'issue duquel le président Kenyatta a été réélu président. Processus électoral au Libéria, la Cour suprême a tout suspendu ce lundi. Un rebondissement qui survient à la veille du second tour prévu de la présidentielle. Le challenge se joue entre l'ex-star du foot George Weah et le vice-président Joseph Boakai.
Il est interdit à la Commission électorale nationale de tenir le second tour de l'élection jusqu'à ce que les recours déposés par les pétitionnaires aient fait l'objet d'une enquête de la NEC et, le cas échéant, que la procédure appropriée par l'intermédiaire de la Cour suprême du Libéria soit inaudible et que l'affaire soit tranchée par la Cour suprême. L'annonce a été faite sans aucune précision quant à une nouvelle date pour ce scrutin. Dans son arrêt, le juge reproche à la NEC d'avoir fixé la date du 7 novembre et de préparer la tenue du second tour sans avoir au préalable examiné les plaintes faisant état d'irrégularités et de fraude massive. En effet, le Parti de la Liberté, la formation de l'avocat et vétéran de la politique, Charles Bromoskin, a obtenu 9,6% des suffrages lors du premier tour, avait dénoncé des fraudes et des irrégularités. Nous sommes très contents et nous remercions Dieu. Nous demandons à ce que la paix et le calme demeurent. La justice va triompher et nous sommes fiers de nos militants et de nos sympathisants. Nous faisons ça pour le Libéria. Tout est suspendu jusqu'à ce que l'enquête soit terminée. Et quiconque n'est pas satisfait pourra venir devant la Cour suprême et la Cour examinera à nouveau leur appel. Et une fois que tout cela sera terminé, nous déciderons d'une date pour le second tour. Dans son arrêt, la Cour suprême enjoint la commission électorale d'examiner la plainte déposée le 23 octobre par le Parti de la Liberté. Selon la Constitution, la NEC dispose d'un délai de 30 jours pour le faire, soit d'ici au 22 novembre. En cas de désaccord avec la décision de la commission, les plaignants peuvent saisir la Cour suprême dans les 7 jours et celle-ci disposera d'un délai d'1 semaine pour trancher. L'ensemble de ces procédures peuvent s'étendre jusqu'au 6 décembre au plus tard. Il faut dire que cette décision prise par la Cour suprême de suspendre l'organisation de l'élection présidentielle a suscité des réactions dans les différents camps politiques. Charles Bromskin et Joseph Boakai, arrivés respectivement 3e et 2e au premier tour du scrutin, demandent un renouvellement de la commission électorale alors que le camp de George Weah, qui a pris acte de la décision, entend profiter de cette suspension pour mieux préparer le second tour du scrutin. Les réactions dans les différentes chapelles politiques ne se sont pas fait attendre dès l'annonce de la décision de la Cour suprême au Libéria. La juridiction a suspendu lundi l'élection du nouveau président libérien en ordonnant à la Commission électorale nationale d'examiner un recours d'un parti d'opposition. Le chef du Parti de la Liberté, Charles Bromskin, initiateur du recours devant la Cour suprême, satisfait de cette décision, demande au Conseil des commissaires de la Commission électorale nationale de se récuser sur la base de la plainte de fraude électorale déposée par son parti. Non, nous ne sommes pas à l'aise et mes avocats vont demander aux commissaires de se récuser parce qu'ils ont déjà préjugé sur les preuves et l'affaire. Il ne s'agit pas de Charles Bromskin, il ne s'agit pas du Parti de la Liberté. Il s'agit de quelque chose de plus grand que nous tous. Il s'agit de notre pays qui comprend tous les Libériens, même ceux qui s'opposent maintenant à nos moindres gestes. L'actuel vice-président Joseph Boakai, arrivé 2e au premier tour de la présidentielle, qui soutient le recours en justice lancé par Charles Bromskin, demande l'assainissement de la commission électorale qu'il juge biaisée. Le second tour est soumis à la condition que les irrégularités que nous avons observées soient prises en compte et corrigées. Si ça finit par arriver et que la commission électorale est remaniée, alors, à ce moment-là, nous pourrons aller au second tour. La coalition pour le changement démocratique de George Weah a pour sa part déclaré qu'elle profitera de la décision de la Cour pour mieux se préparer. Ce journal se poursuit et nous sommes cette fois-ci en Afrique du Sud où la justice doit se prononcer ce mardi sur la peine infligée à l'ancien vice-ministre de l'Éducation. Mduduzi Manana, rappelons-le, a été reconnu coupable d'avoir agressé en août dernier 2 femmes dans une boîte de nuit de Johannesburg.
L'ex-ministre de l'Éducation sud-africain sera fixé sur son sort ce mardi. Accusé et reconnu coupable d'agression en août sur 2 femmes dans une boîte de nuit de Johannesburg, Mduduzi Manana a démissionné du gouvernement après l'incident. L'ancien vice-ministre sud-africain de l'Éducation a reconnu avoir frappé à coups de pied et de poing 2 femmes après que l'une d'entre elles l'avait traité d'homosexuelle. L'ancien ministre avait publiquement présenté des excuses pour l'incident, estimant qu'en dépit de l'évidente provocation, il aurait dû faire preuve de plus de retenue. Les violences faites aux femmes sont un véritable fléau en Afrique du Sud. Selon des statistiques officielles, toutes les 8 heures, une femme meurt sous les coups d'un proche et une femme sur 5 subit au moins une agression violente dans sa vie en Afrique du Sud. Au Togo, le gouvernement a affirmé ce lundi prendre toutes les dispositions nécessaires pour instaurer un dialogue avec l'opposition. Cette annonce intervient après plus de 2 mois de manifestations contre le pouvoir du président Faure Gnassingbé et à la veille de nouvelles manifestations de l'opposition. Les images. Dans un communiqué lu à la télévision, le gouvernement a annoncé qu'il prenait les dispositions nécessaires pour l'ouverture à Lomé d'un dialogue avec l'ensemble de la classe politique togolaise. Cette annonce, qui intervient à la veille d'une nouvelle manifestation de l'opposition, fait poindre à l'horizon un premier signe de volonté du gouvernement d'aller vers un dégel pacifique de la crise que traverse le pays depuis plus de 2 mois. Le gouvernement dit espérer que sa démarche conduira les partis politiques concernés à agir avec la plus grande retenue et responsabilité et à œuvrer pour l'intérêt national par la sauvegarde de la paix et de la cohésion nationale. De nouvelles manifestations de l'opposition sont prévues dès ce mardi à Lomé et devraient se tenir également mercredi et jeudi. Ces nouvelles manifestations font craindre de nouveaux épisodes de violence entre les manifestants, la police et l'armée. Les marches organisées en semaine avaient été interdites par les autorités au mois d'octobre, mais l'opposition avait refusé de se plier à cette interdiction qui a finalement été levée samedi dernier. Au Mali, la coalition du G5 a entamé sa première opération depuis le 1er novembre dernier. Soutenue par les militaires français de l'opération Barkhane, son objectif est de lutter contre les groupes armés et les djihadistes implantés dans cette région transfrontalière. Les troupes de cette coalition devraient compter 5000 hommes d'ici mars 2018. Reportage. Des pick-up de l'armée malienne, suivis par une colonne de blindés français. Nous sommes dans le centre du Mali, à quelques dizaines de kilomètres du Burkina Faso et du Niger. Une zone transfrontalière instable, devenue un carrefour pour les djihadistes et les groupes armés. Ces militaires sont en mission de reconnaissance. Ils font partie de la première opération du G5 Sahel, une coalition regroupant le Mali, le Niger, la Mauritanie, le Burkina Faso et le Tchad, et sont épaulés par leurs 4000 partenaires français de l'opération Barkhane. Il y a des échanges, il y a la bonne collaboration, mais ils sont là en appui. La mission première, c'est pour nous. La mission première, c'est pour nous. Donc c'est nous qui faisons la mission d'abord. Maintenant, et ils sont là en appui. Une partie de cette opération transfrontalière est pilotée dans cette base implantée au milieu de la savane. Les militaires français de l'opération Barkhane fournissent un soutien crucial à leurs partenaires africains, à grand renfort d'avions de chasse, d'hélicoptères et d'artillerie. L'objectif de l'opération telle qu'elle a été déterminée, c'est bien d'accompagner donc les forces partenaires des 3 pays, Mali, Niger et Burkina Faso, dans une zone d'opération qui est relativement sensible, puisque je vous l'avais expliqué, c'est une zone de transit et de passage des différents groupes armés terroristes, avec pour objectif d'entraver la liberté de mouvement, la liberté d'action de ces groupes dans cette zone-là. Des groupes armés très présents dans cette région, aux frontières poreuses. Le village d'Intilit en porte encore les stigmates. Sur ce panneau, la signature d'un groupe affilié à AQMI, Al-Qaïda, au Maghreb islamique. Un peu plus loin, l'école a fermé. Dans cette salle de classe, la date des derniers examens, juin 2017. Menacés par des groupes djihadistes, l'enseignant et le maire du village ont fui. Ça fait partie des procédures classiques des groupes armés terroristes de faire fermer les écoles qui enseignent notamment le français dans ces régions. Ces habitants ont peur de parler, par crainte de représailles. Objectif de cette patrouille, les rassurer et tenter d'obtenir des informations sur les groupes djihadistes. Avec l'espoir à terme de quitter la région du Sahel
une fois que les autorités en auront repris le contrôle. Et c'est sur cette dernière information que nous mettons un terme à cette édition. Merci à tous d'avoir été des nôtres.